On va parler maintenant de la féminisation des forces de défense et de sécurité, peu nombreuses, peu visibles. Elles font face à des barrières persistantes. À Dakar, au Sénégal, une conférence régionale a réuni depuis le mardi 3 jusqu'au vendredi 6 septembre des femmes des polices et gendarmeries d'Afrique de l'Ouest, Sénégal, Burkina Faso, Niger et Mali, avec le soutien du département d'État américain. Objectif, féminiser les forces de défense et de sécurité. Elle en impose, Mam Rokeya Lo, du haut de son 1m87, 36 ans, capitaine au sein de la gendarmerie sénégalaise, première femme pilote de son pays. Le problème qu'on a est peut-être culturel. Les gens n'ont pas l'habitude de voir les femmes en tenue, donc cela crée peut-être des barrières avec la famille pour que les femmes intègrent en nombre les forces de défense et de sécurité. Mais ici, Firmin Teko, des femmes forces de défense et de sécurité, moi j'ai envie de demander qui les en empêche? Personne ne les empêche parce qu'aucune loi n'empêche ces femmes-là de postuler à des concours nationaux dans la fonction publique. Aux États-Unis, ça existe partout, ça existe. Mais sauf qu'en Afrique, c'est un peu plus compliqué. Quand vous devenez militaire ou gendarme ou policier, c'est peut-être, quelquefois, c'est difficile pour les hommes de vous accepter. Peut-être c'est difficile pour les hommes de vous épouser. C'est la première barrière. Mais est-ce que, bien sûr, on le fait au nom d'une certaine émancipation, au nom d'une certaine égalité des sexes, mais la réalité est que ces femmes-là peuvent faire exactement ce que les hommes font. L'Afrique, c'est un continent un peu plus compliqué pour le moment. Dans l'entendement collectif, on n'arrive pas encore à l'intégrer. Kadhafi faisait ça avec ses Amazones. Les Amazones, il s'est déplacé souvent avec ses Amazones. Quand il arrivait même au palais de l'Élysée, c'était avec une centaine de femmes qui assuraient sa protection. Mais vous savez, il y a des chefs d'État qui font ça parce qu'ils n'ont plus confiance aux hommes. Il y a certains postes militaires qui sont confiés à des femmes parce que quand vous placez un homme là, il peut vous trahir à tout moment. Et au moins, ça aide à sauvegarder ou à protéger le pouvoir, quoi. Mais ici, en Afrique, personne ne les empêche. Aucune loi, pour le moment, n'est discriminatoire à ce sujet. C'est l'entendement collectif. C'est les hommes, au fait, peut-être, qui n'arrivent toujours pas à intégrer ça. Mais quand on revisite un peu l'histoire, Jean-Paul, je prends le Béhanzin, sa première garde, c'était ces femmes-là, ces véritables femmes qui faisaient des prouesses au combat. À quel moment c'est arrivé que les femmes se soient désintéressées de ce genre de métier? Non, les exemples que vous citez, c'est des exemples isolés, j'aurais presque dit marginaux. Ça ne représente quand même pas dans l'histoire militaire ou dans l'histoire des conflits à travers le monde. On peut pas faire beaucoup cas de la présence des femmes parce que justement depuis la nuit des temps, la femme avait cette représentation de quelqu'un qui doit s'occuper des enfants, faire des tâches plutôt ménagères, etc. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a une tendance générale ou une tendance mondiale à féminisation des métiers et à davantage de présence des femmes à tous les échelons, à travers les luttes des féministes, l'égalité du genre et tout ça. Et donc, c'est tout à fait normal. Je crois que les métiers des armes ne font pas exception à cette tendance générale que les femmes revendiquent à être beaucoup plus présentes dans ces métiers-là. Je crois que ça correspond donc à une tendance générale. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce que c'est un véritable, une véritable cause que nous devons tous embrasser, parce que plus de femmes dans les forces armées, la police, la gendarmerie, les forces armées, tout ça, est-ce que ça équivaudra à plus d'efficacité, plus de sécurité? Aujourd'hui, les menaces sont multiformes. Boko Haram, AQMI, il y a des menaces terroristes, il y a l'insécurité. Au Togo, c'est des braquages presque de façon hebdomadaire. Dans la sous-région, c'est la menace terroriste, etc. Est-ce que, en recrutant davantage de femmes,
on va résoudre ces problèmes. Est-ce que la priorité aujourd'hui, c'est d'avoir plus de moyens, ou en tout cas de mutualiser les moyens dans la sous-région, de doter nos forces armées davantage d'équipements, y compris en matière de renseignement? Est-ce que c'est cela la priorité, ou plutôt de féminiser le métier? Bon, je pense que oui, c'est un combat noble, mais spécifiquement par rapport à ce métier, je suis pas convaincu que ce soit une cause aussi urgente, aussi importante pour qu'on en soit là à avoir le soutien, j'allais dire presque les remontrances des États-Unis, à organiser des conférences, des choses autour de ces questions. Peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il y a des urgences ou des priorités plutôt ailleurs que la féminisation des forces armées. Elles veulent juste exister, je pense. On a quand même, en tout cas, le pourcentage des femmes aujourd'hui, c'est juste 5% dans les forces de défense et de sécurité. Mais oui, Jean-Paul pose là une question intéressante. En quoi plus de femmes va agir sur l'efficacité? Non, moi je pense plutôt que les femmes ont les mêmes compétences, intellectuelles, physiques, que les hommes qui sont enrôlés dans l'armée, surtout en Afrique. Vous savez, le constat en matière d'aptitude physique, oui, physique, parce qu'elles subissent les mêmes, elles ont les mêmes conditions d'entraînement. Oui, justement, mais maintenant, elles ont les... C'est parce que ici, on n'investit pas dans le recrutement du personnel féminin. Non, on n'empêche pas, non. Oui, on n'empêche pas. Mais il y a des facteurs qui empêchent le regard que les hommes portent sur ces femmes en uniforme. Et ils l'ont dit à Dakar, ils le disent. Lorsque votre épouse ou votre copine vous informe qu'elle va se faire enrôler dans l'armée, je pense que la première réaction aurait été... C'est vrai que je n'aimerais pas me réveiller tous les matins et voir ma femme porter un pistolet. Donc, il y a ce regard qui est posé. Elles sont stigmatisées parce qu'on pense que la place de la femme, c'est à la maison, à la cuisine, à côté de son mari et de ses enfants. Alors que ces femmes disposent des mêmes compétences. Vous savez, en France, la ministre, il y avait une ancienne ministre de la Défense qui était générale de l'armée française. Pas Michel Alliot-Marie. Non, pas Michel Alliot-Marie. Elle a été ministre de la Défense. Oui, Michel Alliot-Marie aussi. Pardon? Florence Parly, ministre des Armées. Voilà. Et donc, quand vous voyez des choses comme ça, ça veut dire que les femmes peuvent aussi jouer le même rôle. Mais en Afrique... Non, ministre, c'est plutôt un poste politique. Mais celle dont je parle, elle est générale de l'armée française. Elle est générale avec des étoiles. Peut-être d'ici la fin de l'émission, je vais me rappeler de son nom. Elle était ministre de la Défense, générale de l'armée française. Et donc, ailleurs aux États-Unis, ailleurs, ça se fait. Mais en Afrique, on pense que la femme ne peut pas jouer les mêmes rôles. Oh, il y a des femmes officiers ici aussi. Non, la question, c'est pas tant que... Quelle est la politique? Qu'est-ce que l'État fait pour émanciper ces femmes-là, pour les amener? Mais c'est ça la question. Quel est l'intérêt? Est-ce que l'État devrait? Quel est l'intérêt? C'est qu'elles ont les mêmes compétences. Elles peuvent servir. C'est vrai, par exemple, il y a Madame Aïdara Ndiaye qui dit que plus il y aura des femmes au sein des forces de l'ordre, plus les gens se sentiront en sécurité. C'est relativisé. La femme est porteuse de sécurité. Parce que vous avez une femme à la maison, vous êtes en sécurité. Et donc, c'est pas le même type de sécurité. C'est cette image qu'elle veut faire. Moi, je regardais une fois un documentaire sur les forces armées, ceux qui interviennent sur les théâtres de conflit. Et c'est les hommes qui témoignaient, qui disent, lorsque nous sommes engagés dans un conflit où il faut tirer sur l'ennemi, nous n'aimerions pas être déconcentrés par une présence féminine. Oui, ça veut dire que vous avez... On sait ce qu'est la femme. On sait, à cause d'une femme, vous pouvez tout bousiller, tout un programme. C'est tellement compliqué. Même quand David défend sa position-là, je la respecte, bien sûr, mais je ne suis pas totalement d'accord. Bien sûr, on peut avoir les mêmes compétences, mais on n'a pas les mêmes aptitudes physiques. On n'a pas les mêmes aptitudes physiques.
La preuve, quand vous voyez par exemple un match de football, il y a le football féminin, mais on ne met jamais ensemble les femmes et les hommes ensemble. Parce que non, mais ce n'est pas possible. On a vu la Coupe du Monde féminine. Des femmes, des joueuses ont marqué autant de buts. Et même plus de buts. Oui, mais ce n'est pas. Oui, on peut. Mais même en femme. C'est entre femmes. Tu as vu combien de tacles? La capitaine de l'équipe américaine. La constitution même physiologique, la constitution biologique même de la femme ne permet pas un certain nombre de choses. Vous imaginez, ça ne permet pas. Mais elles ne sont pas d'accord avec toi. Oui, elles ne sont pas d'accord, mais ce que nous on juge ici, c'est l'intérêt. Ça apportera quoi? Quelle que soit la plus-value si on arrive à promouvoir les femmes dans la défense? Quel sera l'intérêt? L'impact, c'est l'impact qu'on recherche. Mais je ne pense pas, comme moi je suis d'accord avec Jean-Paul Agbo qui dit, mais qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend de cette politique-là? Moi, je ne pense pas qu'il soit tellement judicieux que les États investissent beaucoup d'argent dans ce secteur-là. Parce que... Est-ce que tu sais que l'armée coréenne est composée de plus de 30% de femmes? Oui, c'est l'armée coréenne. Et l'armée coréenne est l'une des plus puissantes armées. L'armée coréenne plutôt sous le parapluie des États-Unis. Non, coréenne. Bon, mais on voit quand même que c'est pour les femmes, si c'est un combat qu'elles veulent mener maintenant. Oui, comprenons-nous bien. Personne ne dit qu'il faut exclure les femmes d'un certain nombre de métiers. Encore une fois, il y a une tendance mondiale à ce que les femmes soient pilotes, soient joueuses de football, soient médecins et tout ça. C'est rentré dans la mœurs aujourd'hui. Quand on voit une femme, je sais pas moi, première ministre,